parler de secteur porteur. Alors moi, je n'aime pas du tout cette notion-là, parce que ça prête à confusion. Parce qu'en fait, secteur porteur, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre entreprise. Si demain, vous créez une entreprise, vous allez la créer à la taille de vos ambitions, à la taille de vos besoins, à la taille de vos envies. C'est ça qui est important. Et donc, bien évidemment, un secteur porteur, il peut être porteur pour une très grosse entreprise et pas l'être pour une petite entreprise. Un secteur porteur peut être aussi un secteur de niche pour une petite entreprise et pas pour une grosse. Si vous voulez valoriser votre boîte... Ah, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux, il faut que vous mettiez vos écouteurs. Ah oui. Oui, la dame avec le t-shirt jaune a des écouteurs. Ouais. Non, parce qu'ici, avec le monde et le nombre de masterclass et de trucs comme ça, c'est pas possible. Donc, je disais, en préambule de tout ce que je vais vous présenter après, je vous disais, la seule chose que vous devez avoir en tête quand vous voulez créer une entreprise, c'est que vous allez la créer à la taille de, vos souhaits, vos envies, vos besoins et vos ambitions. Et donc, bien évidemment, un secteur porteur, il va être porteur par rapport à ça et pas par rapport au fait qu'il draine de l'activité. D'accord ? Et donc, vous pouvez très bien avoir des secteurs qui ne sont pas porteurs pour des grandes entreprises parce qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de business, mais qui peut être porteur pour vous. Parce que vous avez décidé que dans votre région, il y avait un marché local qui permettait en fait de créer une boîte et qui vous permet d'avoir le revenu ou le chiffre d'affaires suffisant pour vivre et pour vivre bien, c'est-à-dire vivre comme vous avez envie de vivre. D'accord ? Après, il y a ceux qui vont créer des entreprises pour faire de la valorisation, qui vont essayer aussi de créer ces entreprises-là pour les revendre, pour faire de la plus-value. Et donc, bien évidemment, ces secteurs-là, dans ces endroits-là, on est plutôt sur des secteurs qui sont innovants, sur des secteurs qui sont en émergence, donc risqués aussi, et on a donc des processus de valorisation et de revente à court terme qui ne sont pas du tout des logiques de création de son emploi, créer sa boîte ou répondre à un besoin local, régional, national, voire international, puisqu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information, en fait, on dépasse facilement les frontières à condition d'être capable d'acheminer le bien ou le produit que vous allez faire ou le service que vous allez rendre, de l'acheminer au bon endroit. Alors, ça, c'était mon préambule pour vous expliquer que secteur porteur, j'aime pas ça, mais je préfère toujours le conserver dans mes titres parce que ça me permet aussi de faire des warnings pour tout le monde. C'est-à-dire, pour moi, la notion de secteur porteur, c'est un peu un miroir aux alouettes et vous verrez tout à l'heure que je vous parlerai de ces alouettes et de ce miroir. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de tendance de la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où on vit et dans le monde qui évolue aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez y trouver des sources d'opportunités. C'est là que vous allez pouvoir positionner votre nouvelle entreprise. C'est là que vous allez pouvoir aussi, pour ceux qui ont déjà une entreprise, la faire pivoter pour qu'elle soit plus rentable, pour qu'elle soit plus compétitive, pour que vous trouviez de nouveaux clients. Mais c'est aussi des endroits où ceux qui n'ont plus envie d'être salariés, qui veulent se lancer, ou ceux qui ont envie de changer de métier parce qu'en fait, ils sont entrepreneurs, mais ils veulent changer de voie, et donc on appelle ça la reconversion. Et bien en fait, pour tous ces cas-là, je vais essayer à travers, vous allez voir, alors je ne pourrais pas tout vous traiter, mais j'ai pris plein d'exemples, et toujours en rattachant ça aux transformations sociétales qu'on vit aujourd'hui et qui sont quand même assez intenses depuis une dizaine d'années et qui ne sont pas terminées. Ah, j'espère que ça vous conviendra. Voilà. Donc, allons-y. Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce Big avec vous parce que c'est un vrai plaisir d'être ici. Alors, ici, avec vous en présentiel et aussi à distance puisque nous avons des gens qui suivent les présentations à distance. Alors, premier sujet, la première tendance, effectivement, aujourd'hui, c'est tout ce qui est bien-être et santé. On sait aujourd'hui que... notamment avec la crise sanitaire qu'on a traversée il y a 2 ans, on s'aperçoit effectivement que les gens sont de plus en plus tournés sur le bien-être, mais aussi la santé. Et donc, je vais vous le traiter à travers plusieurs segments. Est-ce que vous y voyez bien ? Parce que ça m'évitera de tout lire à chaque fois ou de tout faire. Premier point sur la santé et le bien-être, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, la nourriture, l'alimentation est essentielle et on est tourné sur tout ce qui est alimentation durable, le bio, le végétal, l'agriculture raisonnée, puisque qui dit nourriture saine dit agriculture raisonnée ou agriculture bio. D'accord ? Donc les intrants doivent être aussi en mode production raisonnée. Et tout ça, c'est des pistes pour vous, à la fois pour aller chercher des intrants pour votre entreprise qui ont ces caractéristiques-là, parce que ça va vous permettre de vous positionner sur le marché, de vous différencier en fait. Donc je vous disais alimentation, je vous parlais donc de l'agriculture aussi, je voulais vous parler aussi de tout ce qui est
L'agriculture en ville, on appelle ça l'agriculture urbaine. Ça aussi, ça a tendance aujourd'hui. On a dans les grandes villes, on a énormément de hangars, on a énormément de sites à reconvertir. On a énormément de parkings qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on y installe des fermes urbaines. Alors, bien évidemment, très gros projets, très gros investissements, mais là, je ne préjuge pas de la taille de vos projets. Je vais vous parler de petits projets, de gros projets, de projets innovants, pas innovants. Voilà, la totale, j'essaye de tout passer en revue autant que je peux en 45 minutes. Donc, agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, gros projet, les fermes urbaines dans les espaces à reconvertir. Petit projet, ben en fait, c'est toute la partie jardinage et exploitation des balcons, les appartements qui sont petits, donc des petits espaces. D'accord. Et puis, tous les toits des maisons, les toits des immeubles. Aujourd'hui, on fait les toits végétalisés. On va faire aussi de l'apiculture sur les toits. Donc, on réinvestit les toits autrement que pour couvrir des immeubles et des structures. Alors, je suis désolée. Alors, bien-être et santé, c'est l'alimentation, bien sûr. C'est aussi directement tout ce qui est lié aux soins. Le soin, aujourd'hui, il y a plusieurs phases dans le soin. Vous avez la prévention. Donc, vous allez avoir tous les secteurs de la prévention, parce que c'est du soin aussi, au sens où on est capable de prévenir des arrêts cardiaques, on est capable de prévenir des anémies, on est capable de prévenir donc, des choses. Donc, c'est de la prévention. Donc, en fait, tout le secteur de la prévention et donc toute la connectique aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, vos montres, bracelets, les bagues, les machins, les petits trucs, là, tout ce qui vous mesure, vous verrez tout à l'heure, je vous en reparlerai, tout ce qui les autodiagnostics et autres, tout ça, ça vous permet de faire de la prévention parce que ça vous permet d'alerter les gens. Donc ça, c'est un marché qui fonctionne très bien et ça fonctionnera d'autant mieux qu'aujourd'hui, on vieillit et qu'on veut rester à domicile. Je vous reparle de la silver economy un peu plus tard. Vous allez vous apercevoir que tout boucle, un bout d'un côté, un bout de l'autre, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez voir plein de choses. Le soin, donc on a parlé de la prévention, on va parler du soin, donc les soins médicaux, bien évidemment, surtout dans les déserts médicaux. Là, important, il y a de la place pour faire des choses. Il y a ensuite tout ce qui est, je parlais des déserts médicaux, du coup télémédecine. Je ne peux pas me déplacer, on est trop loin, le médecin il est loin. La télémédecine, c'est un créneau important aujourd'hui pour permettre d'amener le service là où on ne peut pas l'emmener physiquement. Donc ça, la télémédecine en est un bon exemple. Et quand je vous parle d'emmener dans les déserts des services ou des produits, c'est bien ça le sujet. Ce n'est pas la télémédecine. La télémédecine n'est qu'un exemple. Mais emmener et allons dans les zones blanches, allons dans les déserts pour pouvoir faire du service. Je vous parlais de niche tout à l'heure, je vous parlais de local. Eh bien ça, typiquement, c'est une niche locale, mais qui crée de la valeur pour une entreprise. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai ? Suivi connecté, je vous en ai parlé, Internet des objets et autres, je vous en ai parlé. Donc ça, c'est pareil, ça pullule, il y a plein de choses à faire encore aujourd'hui. C'est très technique, oui, et je vous montrerai tout à l'heure que la technique, vous n'êtes pas obligé d'être des techniciens, ni des innovants, ni des entreprises, ni des startups aujourd'hui innovantes pour faire de l'innovation. Je vous en expliquerai tout à l'heure. Bien-être. Alors bien-être, c'est bien évidemment, ça intervient sur la santé, mais on est là plutôt dans le domaine de prendre soin de soi, de son mental et de son physique. Prendre soin, donc c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Donc là, je vous en parle pas parce que développement personnel, il y a du monde sur le marché aujourd'hui. C'est aussi tout ce qui est, vous le voyez, la nutrition. Donc c'est tout ce qui est lié au Nutri-Score, développement des marchés sur les Nutri-Score. Vous voyez, aujourd'hui, vous achetez, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la couleur du produit là sur le produit. Ben voilà, ça, pardon. Oui, alors Yuka, si vous voulez, moi je regarde juste le produit emballage, mais vous avez raison, on peut passer aussi par des applications. Et ça, c'est une bonne réflexion parce que vous verrez dans tout le fil de mes discussions, vous allez voir des choses qui vont revenir comme l'enseignement, la sensibilisation, le coaching, comme l'intermédiation. Donc, comment j'amène l'information auprès du client final et que je sois ou pas le vendeur du produit. Voilà, ben, tout ça, vous allez voir au fur et à mesure, ça va être tout le temps en transversal sur ma présentation. Dans le bien-être, en fait, on va aussi retrouver tout ce qui est... Alors, quelque chose un peu à la marge. Je suis désolée, je vous le fais un peu dans le désordre, mais ça me vient comme ça vient. C'est ce qu'on appelle le bien-être partagé. Aujourd'hui, le sens de la relation, des gens qui, en fait, aujourd'hui travaillent, ont besoin de se retrouver. Et là, je vous ai mis un exemple qui peut être sympa. C'est ce qu'on appelle les bars à mocktails. Deux choses. C'est le mocktail, c'est le cocktail sans alcool, parce que la tendance aujourd'hui à la consommation, c'est de consommer moins d'alcool
dur. Le vin fait partie encore des consommations qui ont le privilège, surtout si on monte en gamme sur le vin avec tout ce qu'on appelle la premiumisation. Et regardez, quand je vous parlais tout à l'heure d'alimentation, la premiumisation dans l'alimentation est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus acheter n'importe quoi. Les gens vont préférer payer un peu plus cher, en consommer moins, mais le consommer meilleur. Meilleur dans tous les sens, hein, meilleur du goût, meilleur pour la vie, meilleur pour la santé, enfin, etc., etc. Alors ça, c'est le bien-être ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être partagé. Alors dans les bars à mocktails, oui, les cafés à thème, les cafés-librairies, les choses comme ça. Les librairies qui sont devenues des salons de thé aussi. Enfin, aujourd'hui, on a des tiers-lieux qui en fait non plus ont une activité principale, mais en fait, ils vont développer des petits services à côté pour qu'on puisse venir éventuellement bouquiner et boire son café. Et le bouquin, il nous plaît, ben, on l'emmène, on l'achète. Voilà. Donc tout ça, c'est des nouveaux concepts. Alors, pas un nouveau concept de produit, pas un nouveau concept d'organisation, pas un nouveau concept de service, c'est un nouveau concept de vie, de je consomme différemment aujourd'hui, mais mon produit, c'est-à-dire que je ne viens pas dans un endroit, je l'achète et je m'en vais. Je viens y passer du temps, je viens vivre. Même dans un magasin d'habillement, hein, aujourd'hui, vous allez voir, ils vous mettent des écrans, des LED, des écrans, et puis dans les écrans, on va vous pousser de l'information, on va même vous mettre le produit sur vous, parce qu'au moment où vous passez, on vous capte l'image et on vous met le produit que vous avez devant et vous le voyez. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça qui, aujourd'hui, font que l'expérience client, je vous en reparlerai tout à l'heure dans la slide sur l'achat, l'expérience client est importante. Alors, bien-être, qu'est-ce que je vous ai oublié? Ah oui, tourisme. Alors le tourisme, je voulais vous le garder parce qu'il y en a un peu partout. Le tourisme, on va le voir dans le bien-être, tourisme de bien-être, bien évidemment, tout ce qui est retraite, donc les retraites spirituelles, les retraites de réflexion, je fais un temps de pause dans ma vie pendant quelques jours. Tout ce qui est thermalisme aussi, alors bien évidemment un gros investissement, mais attention, je ne vous dis pas de construire des bains, je vous dis juste que le thermalisme est un endroit où il y a du business à faire. Donc ça peut être faire du conseil, ça peut être monter des voyages, ça peut être monter des partenariats avec des thermes pour pouvoir proposer une offre combinée, j'en sais rien. Vous voyez, quand je parle de thermalisme, c'est pas aller créer un bain. Vous l'avez tout à l'heure, dans le sport, je vous parlerai de salles de sport. Les salles de sport, ça coûte une blinde à monter, vous n'allez pas le faire. Par contre, autour de ça, il y a plein de choses à faire. Ah, oui, quand je vous parle de métier, je vous donne des idées, mais je vous donne plutôt des endroits autour duquel il faut tourner parce que je ne peux pas vous mettre tous les métiers qui sont derrière. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai tiens, je vais le faire maintenant. Je vais vous parler du sport. Dans le sport, par exemple, le dernier en date qui arrive, c'est les animateurs de e-sport. C'est un métier qui a le vent en poupe. Ça peut être du freelance aussi, d'accord? Eh bien, en fait, ça, c'est des nouveaux métiers qui vont arriver. Alors, pensez que quand c'est un métier qui peut faire l'objet du salariat, ça peut être aussi un métier qui peut devenir un métier, une création d'activité derrière. Hein. Donc, ça dépend de si vous avez envie de vous lancer ou si vous préférez avoir un revenu avec un salaire régulier. Alors, le bien-être, deuxième partie, hein, temps 2, le sport. Donc, je vous disais, le sport avec tout ce qui est coach sportif. Il y en a, en veux-tu, en voilà, et ça pullule et ça fonctionne très bien. Cours de gym. Alors, les cours de gym, pourquoi j'ai mis cours de gym? Parce que même les kinés se mettent à faire des cours de gym. Donc, en gros, c'est qu'il y a un marché pour... notamment, par exemple, les seniors qui ont besoin de s'entretenir, d'entretenir leur élasticité et autres mobilités. Eh bien, en fait, même sur des segments où on ne pensait pas qu'il y aurait des cours de gymnastique au sens de gym, hein, je viens 1 heure, je viens faire des étirements, je viens faire des exercices, eh bien, même chez les kinésithérapeutes, maintenant, ça se développe. D'accord ? Voilà, et bien ça, c'est tout ce qui est la partie sport et cours autour du sport. Bien évidemment, le scoring. Alors, le scoring, c'est les gens, en fait, aujourd'hui, ils ne font pas d'efforts sans savoir ce que ça leur a rapporté. Donc, bien évidemment, c'est tout. J'ai fait combien de pas, j'ai économisé combien de calories, mon cœur, est-ce qu'il résiste, il ne résiste pas. Tout le suivi médical. On parlait de prévention tout à l'heure. Dans le sport, pareil. Prévention, parce que même quand je marche, même là où actuellement, je suis en train de faire un effort un peu surhumain, eh bien en fait, je peux assurer que j'aurais une truc, on serait dans le rouge partout, mais je vais essayer de tenir 45 minutes. Allons-y. Ah, l'événementiel. Oui, c'est un sujet encore que je ne vous ai pas abordé dans le sport. L'événementiel, on parle... Alors ici, vous voyez la dimension d'événement. Quand je vous parle d'événementiel, ça peut être un événementiel local, sur une petite commune qui a besoin d'animer sa communauté et qui a besoin de faire un tournoi de foot, de faire un tournoi, une brocante. Et toujours pareil, on va associer la brocante avec un tournoi sportif, la brocante avec de la musique, la brocante avec... Et hop, on va associer les choses. Les concepts aujourd'hui, c'est des concepts associatifs.
En gros, vous pouvez aussi développer votre entreprise. On parlait de secteur porteur, hein, donc c'est ça quand même l'idée derrière. C'est essayer de voir un cran plus loin que strictement votre périmètre, le périmètre que vous vouliez toucher. Pour voir si vous n'avez pas des niches de croissance. Alors, vous ne les prendrez pas au début, vous les prendrez peut-être pour faire votre business model, vous les prendrez peut-être dans un temps 2 pour développer votre boîte. Mais pensez toujours à votre concept, comment il va évoluer dans le temps. Voilà. Alors, le loisir. Parce que quand même, l'être humain, il est fait pour prendre du plaisir une fois qu'il a fini de bosser. Pardon. Loisir. Alors, le tourisme. Alors, le tourisme, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du tourisme vert parce que je vais vous faire une grosse slide sur le développement durable. Parce que bon, BPI France, Banque du Climat, on ne peut pas vous faire une slide sur le développement durable et les opportunités de croissance, les opportunités de marché que vous avez avec ces sujets-là quand vous créez votre boîte ou quand vous l'avez créée. Là, on va prendre le tourisme en dehors du tourisme vert. Le tourisme aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens cherchent des expériences. On parlait d'expérience client tout à l'heure, on disait les gens cherchent des expériences. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va développer le tourisme gourmand, donc ça, on est bien français, donc ça fonctionne très bien. En plus, on a une très bonne cuisine en France, donc tout va bien. On va avoir le tourisme industriel qui commence à apparaître aujourd'hui. Depuis quelques années, les gens font les tours des sites industriels pour avoir la connaissance en fait, de l'industrie en France et puis éventuellement pénétrer un secteur qu'on ne connaît pas bien, que le Kidam ne connaît pas bien. Qu'est-ce qu'il y a encore qui arrive ? Tourisme historique. Ah oui, ça aussi. On va faire un tour, on va voir toutes les plages du département, on va aller faire toutes les châteaux de la Loire parce qu'on veut aller voir toute l'histoire des rois de France et notamment de François Ier à travers toute cette vallée de la Loire. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Et alors, quand je vous parle de tourisme comme ça, derrière, vous avez tout. C'est-à-dire que moi, ce que je vous donne, c'est un segment. Et là, derrière, vous allez tourner. Vous allez avoir créer des voyages sur mesure. Ça va être accueillir les gens, les héberger, les faire visiter. De plus en plus, aujourd'hui, quand on va dans des bed and breakfast chez les gens vous proposent aussi d'aller vous promener dans la région parce qu'ils connaissent très bien leur région. Donc, c'est des ambassadeurs. Voilà. Tout ça, quand je vous donne une piste, il faut que vous trouviez le segment, le métier, l'activité qui peut travailler avec ça, parce que c'est là-dessus que ça porte et que ça donnera de la valeur. Et là, on est vraiment sur du local. Travailler sur du local, tout le tourisme local, aujourd'hui, il y a une tendance dans le tourisme aussi, ce qu'on appelle le tourisme de proximité, c'est que les gens veulent redécouvrir leur région. Ils ne prennent plus l'avion pour aller découvrir la Chine, le Portugal ou Ushuaia. Ils vont découvrir leur région, parce que c'est pas que c'est où, mais moi, ma région, je la connais moins bien que toutes les régions dans lesquelles j'ai vécu après. Mais voilà, c'est comme ça, on va toujours voir des pays merveilleux ou des régions merveilleuses. Et en fait, on connaît très peu son périmètre à 80-100 km. Et donc, c'est devenu une tendance. Alors... ça, c'était ce qui était tourisme. Alors après, on a dans tout ce qui est loisirs, on va avoir plutôt les loisirs culturels et créatifs. Alors, loisirs culturels et créatifs. Créatifs, alors là, on y va parce que là, vous avez pléthore de choses. Vous avez tout ce qu'on appelle le fait maison. Donc, je fais mes vêtements, je fais mes bijoux, donc ce qu'on appelle le do-it-yourself aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je fais moi-même, ou alors je vais acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire chez moi. Ou je vais participer à un atelier qui va m'expliquer comment faire, je vais acheter les produits, je vais le faire moi-même. Donc, je fais mes produits d'hygiène, je fais mes produits de cosmétiques, je peux aussi faire mes bijoux, mes vêtements. Bon, la couture, bien évidemment, ça date depuis très longtemps dans les pratiques individuelles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le do-it-yourself, plutôt sur tout ce qui est articles de déco, tout ce qui est bijoux, fantaisie notamment, et puis tout ce qui est bricolage. Bien évidemment, parce que le petit bricolage... Alors, petit bricolage, hein, on s'entend, hein, quand je parle de bricolage, c'est petit bricolage. Alors, qu'est-ce qui me manque ? Il me manque le jeu vidéo, parce qu'effectivement, derrière le jeu vidéo, aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités. Je vous parlerai du métaverse tout à l'heure. Le jeu vidéo, donc vous l'avez sur vos télévisions, vos smartphones, vos machins. Je vais vous parler du M-commerce aussi, parce que je viens de parler de smartphone, ça vient me faire penser au M-commerce. Et vous avez aussi les jeux 3D, bien évidemment, et vous allez avoir demain, je vous expliquerai tout à l'heure, comment on peut innover avec le métaverse dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui me reste ? Silver Economy. Aïe, aïe, aïe. Oh, il faut que je me dépêche. Alors, Silver Economy, c'est toute l'économie des seniors. Les seniors, aujourd'hui, sont en bonne santé, pour une grande partie.
Donc en fait, ils ont des besoins d'occupation. On parlait d'activités culturelles et créatives. Ils ont besoin de voyager, de tourisme, donc tourisme des seniors, qui n'est pas forcément le même que le tourisme, parce que les gens sont plus âgés, ils ont peut-être un peu plus de moyens, ils sont peut-être plus cultivés, j'en sais rien, à voir, où ils ont besoin, j'en sais rien, mais voilà, tourisme des seniors aussi. Et ça, c'est pour la partie informatique aussi, parce que quand on est senior, après senior, on est senior à 50 ans, là je vous parle des seniors qui sont à la retraite, hein, donc 65. On a besoin d'informatique, on a besoin donc de cours d'informatique parce que ce ne sont pas encore les générations qui ont appris à travailler avec, vous voyez, tout le bordel qui est là. Et donc ça, c'est vraiment des... Si vous voulez en fait avoir des créations d'entreprises qui auront de la valeur sociale, tout ce qui est accompagnement à l'usage notamment du numérique aujourd'hui, que ce soit chez les jeunes, chez les défavorisés, chez les personnes âgées, etc., c'est une vraie valeur d'activité. Parce que non seulement vous allez effectivement vous faire rémunérer, mais vous allez aussi apporter du bien-être et apporter du lien social. Parce qu'aujourd'hui, le lien social, il passe aussi par Internet. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Silver Economy, je vous ai parlé, donc perte d'autonomie, oui, donc du coup c'est l'adaptation, par exemple tous les services du domicile, c'est l'adaptation du domicile, c'est être aux soins, venir donner des repas, venir accompagner, tenir compagnie, emmener les gens faire leurs courses, etc. Tout ça c'est du service à la personne qui pour le troisième âge peut être énorme en termes de développement. Et puis vous allez avoir aussi tous les soins du vieillissement pour ceux qui veulent être plutôt dans du médical. Et là, on va être aussi sur les objets connectés. Et notamment, tout ce qui est objets connectés pour les seniors, ça va être aussi tout ce qui est autodiagnostic. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vais me piquer, je vais faire mon diabète, je vais faire ma propre pulsation cardiaque, enfin, etc. Et tout ça, aujourd'hui, on a des objets portables mis à disposition des individus et qui permettent en fait de faire ces choses-là. Mais pour faire ces choses-là, il faut des techniciens à domicile. Ah, bonjour, j'ai mon machin, il ne fonctionne pas. J'ai mon électrocardiogramme portatif qui ne fonctionne pas. Et qui est-ce qui vient pour voir? Ce n'est pas le fabricant. C'est souvent des techniciens médicaux qui viennent et qui se déplacent. Voilà, donc ça, c'est des créneaux de service à la personne. Pensez qu'on est dans un monde où on vit longtemps. Et donc, quand on vit longtemps, le corps, en fait, ne suit pas forcément, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Autant l'esprit peut suivre, autant le corps peut ne pas suivre. Allez, je vous passe la qualité de vie au travail, parce que dans le bien-être, il n'y a pas que le bien-être à manger, il n'y a pas que le bien-être des loisirs, il y a aussi le bien-être au travail. Ce qu'on appelle la qualité de vie au travail aujourd'hui, vous avez entendu parler de la QVT partout. La qualité de vie au travail, eh bien, en fait, c'est comment faire en sorte que mon employé qui travaille, en fait, est bien, alors qu'il soit bien dans mon entreprise ou qu'il soit bien chez lui quand il est en télétravail. Le problème du télétravail aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va mélanger l'espace professionnel et l'espace personnel quand on a des petits appartements comme à Paris. Et donc, il y a tout un tas d'accompagnement, de coaching de vie à faire pour que les gens en fait puissent faire la part des choses entre les uns et les autres. Donc il y a des choses comme ça. Donc je vous ai mis en dessous, vous verrez, je vous l'ai mis dans la partie formation tout à l'heure, mais vous avez par exemple ici tout ce qui est coaching de vie aussi, qui va permettre aussi de travailler sur ces enjeux-là. Il y a aussi tout ce qui est scénographie des espaces, que ce soit à la maison ou que ce soit dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, avec le télétravail, il y a un jour, 2 jours, 3 jours où il y a moins de monde. Eh bien, en fait, il faut rescénariser les espaces de travail pour qu'on puisse effectivement ou gagner de la place. Et du coup, ça s'appelle du flex office, ça s'appelle en fait des bureaux partagés. Ou alors, c'est simplement d'aller redonner un peu de vie quelque part là où les gens ne sont pas là tout le temps. Voilà. Eh bien voilà, ça c'était pour le bien-être. Ça vous parle? Allez, ça vous convient? Je regarde là parce qu'ils disent toujours oui, oui, d'accord, super. Allez, on y va. Allez, je vous fais climat, développement durable, vert. Alors, vert, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Plein de choses. Transition énergétique, ça je vais vous le passer vite parce qu'on nous dit plein de choses. Votre entreprise, aujourd'hui, les comportements clients, on le verra dans les achats responsable. Qui dit achat responsable dit que en fait, vous devez, dans votre entreprise que vous allez créer, soit vous axer sur ces domaines-là, soit intégrer ces domaines-là dans votre business model. Parce que si aujourd'hui, vous continuez à vendre des produits avec du plastique et qui viennent de pays où on fait travailler des personnes qui ne doivent pas travailler, eh bien évidemment, vous aurez beaucoup moins de clients parce que plein de gens aujourd'hui font en sorte de surveiller tout ce qui est éthique, inclusion sociale, etc. Alors, green business, transition énergétique, donc rénovation énergétique, plein de choses autour.
Surtout, alors bien évidemment, tout ce qui est construction, là, il n'y a pas de problème si vous voulez vous lancer dans la construction. En revanche, beaucoup de compétences à acquérir, donc formez-vous. Là, sur ces métiers-là, le conseil, c'est vraiment de se former, de s'informer aussi en permanence. Il y a des métiers du conseil aussi, conseil en rénovation énergétique, parce que l'État a mis en place ce qu'on appelle les France Services, mais il y a aussi de la place pour de l'activité privée, pour venir accompagner les particuliers, voire les entreprises, à basculer vers un mode de vie ou un mode de consommation plus vert des énergies. Rénovation énergétique, diversification des sources d'énergie. Oui. Alors, oui, votre entreprise, vous consommez de l'électricité. Est-ce que vous prenez de l'électricité verte ou est-ce que vous allez plutôt mettre vos panneaux photovoltaïques sur le toit? Est-ce que vous êtes à la maison, donc vous avez une activité chez vous et du coup, quelle énergie vous utilisez? Vous faites installer une pompe à chaleur, qui fait partie des outils aujourd'hui de développement durable. Voilà. Donc, et ça, pour vous, c'est un argument de vente. N'oubliez pas, votre transformation verte est un argument de vente très fort aujourd'hui. Mettez-le en valeur. Si vous n'êtes pas sur ces créneaux-là, mettez-le en valeur. Technologie verte, je viens de vous en parler, c'est la réduction de l'impact carbone. Donc on enlève les énergies fossiles le plus possible et on passe sur des énergies non fossiles. L'éolien, le chauffage par la terre, la géothermie, voilà, merci. Et ensuite, alors, dernier sujet qui arrive aujourd'hui, parce qu'on le voit ça, nous, avec l'Observatoire de la création d'entreprises, la décentralisation de la production d'énergie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent leur terrain, leur maison, etc., pour produire de l'énergie et qui la revendent. Voilà. Donc, c'est une création d'activité comme une autre. Voilà. Alors, ça, c'était pour la transition énergétique. Alors, le gros sujet pour vous, c'est l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, pareil, attention, c'est être vert d'un bout à l'autre de mon produit. Ça veut dire quoi d'un bout à l'autre? Ça veut dire de tous mes intrants, toutes mes matières premières, tous mes biens d'équipement que j'utilise pour produire, jusqu'à la destruction complète de mon produit. Fin de vie du cycle de vie. Donc, l'éco-conception, c'est tout le cycle de vie. Et donc là, vous allez avoir des opportunités de présence, du coaching, de l'assistance, du conseil, sur tous ces sujets-là auprès des entreprises, auprès des jeunes entreprises qui veulent se monter et qui veulent avoir des produits verts. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Je vous ai mis tout un tas de mots qui sont aujourd'hui très importants. Je vous ai parlé donc du coup de réduction des déchets. Je vais recycler. Je vais éviter de gaspiller l'alimentaire. Regardez, aujourd'hui, l'alimentaire, la cosmétique, l'hygiène, tout ce qui a des dates de péremption, aujourd'hui, on les revend. Soit on les revend en promotion pour éviter que justement ça parte en déchets, soit on va les mettre dans des circuits de revente ou de redistribution sociale. La seconde main, marché de l'occasion. Aujourd'hui, ça fait florès. Pourquoi? Écoutez, les friperies, les dépôts-ventes, etc. Tout ça, la seconde main. Alors la seconde main, aujourd'hui, on s'aperçoit d'un marché. C'est pas j'attrape ma robe ou mon pantalon et je vais le revendre comme ça. C'est certaines activités, notamment chez les couturières, qui vont récupérer en fait des vêtements et qui vont en fait les remettre au goût du jour, ou qui vont faire quelque chose de très particulier, ou alors qui vont vraiment remettre en état pour faire du vintage. Voilà toute l'activité qu'on peut avoir autour de la seconde main, notamment dans la partie habillement, mais c'est vrai aussi pour le mobilier de décoration et c'est vrai aussi pour plein d'autres choses. Réparation, retouche. Alors, un petit regain de métiers qui avaient un peu disparu ces dernières années, cordonnerie et couture. Avec le développement durable, bien évidemment, ces chaussures, on les répare, on les jette plus. On ne fait pas de la fast fashion non plus. On évite de faire une collection tous les 2 mois quand on fait une entreprise de vêtements. On essaye d'avoir du vêtement qui soit aujourd'hui produit aussi avec des textiles ou avec des techniques qui soient éco-responsables. Alors, déconstruction. Ouais, j'ai rajouté ça cette année, j'en ai rajouté quelques-uns. J'ai rajouté la déconstruction dans tout ce qui est économie circulaire parce que ça revient en fait à gérer ces déchets. C'est quand j'ai un immeuble qui est vétuste, il faut le faire tomber. En fait, on va déconstruire l'immeuble, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus casser l'immeuble et puis on enterre les déchets. Non, on va commencer à tout enlever. Quand vous emmenez un frigo dans un système de réparacteur, par exemple, ou ça s'appelle refashion ou des choses comme ça. Quand vous envoyez
quand vous donnez votre frigo, en fait, ils vont aller enlever les gaz, ils vont enlever, etc. Ils vont le dépecer pour pouvoir recycler chaque élément en fonction de son usage suivant ou pas, et surtout protéger la nature pour pas que les gaz aillent s'installer dans la terre parce qu'on a décidé d'enfouir le frigo jusqu'à il y a quelques années. Ça, c'était ce qu'on appelle le green business. D'accord ? Donc, quand on vous parle de green business, éco-conception, tout ce qui tourne autour de ça. Moi, je vous ai mis un petit trait parce que dessous, je voudrais vous parler aussi d'autre chose parce que la responsabilité sociétale des entreprises, on vous entendait parler de RSE, c'est pas que le green business, c'est aussi l'éthique. C'est-à-dire que je respecte les droits de l'homme et de l'animal, par exemple, partout dans le monde, partout. Et à chaque fois que j'achète quelque chose, à chaque fois que je produis quelque chose, je respecte les droits de l'homme et de l'animal. L'inclusion sociale, pour ceux qui le veulent, ça, c'est des activités liées au développement de l'inclusion des personnes. Alors, personnes à mobilité réduite, personnes âgées, par exemple, les personnes en situation de handicap ou des personnes en situation de réinsertion. Et donc, comment je crée des activités, soit liées à cette clientèle-là, soit je me permets en fait d'embaucher ces personnes-là pour pouvoir développer mon entreprise. D'accord ? Alors, je vous parle des 3 derniers sur le vert, tourisme vert, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous disais le tourisme vert, c'est ce qu'on appelle l'écotourisme aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les sites de plein air, vous avez plein de sites de plein air avec des lodges en bois. Ah, vous m'entendez plus ? Si, c'est bon ? C'est bon ? Aïe. Alors, je disais écotourisme, c'est, vous savez, les touristes, donc c'est les lodges et tout ce qu'on a en bois aujourd'hui, c'est les tentes insolites et puis les cabanes dans les bois, enfin bon, voilà, les cabanes dans les arbres. Donc là, super. Donc ça fonctionne très bien. Le tourisme de proximité, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, avec le local, de redécouvrir son coin, être ambassadeur aussi de son coin, parce que c'est une activité comme une autre, surtout quand elle est rémunérée. Et donc, bien évidemment, 2 choses importantes, et je vous disais tout à l'heure, c'est transversal, c'est la sensibilisation à la responsabilité citoyenne, la sensibilisation au développement durable. Donc là, c'est une activité importante. La formation au développement durable, le coaching d'entreprise, parce que les entreprises ont besoin de se transformer. Ça, c'est mon 2e point. C'est le conseil en transformation organisationnelle, c'est le conseil en transformation. Je fais pivoter mon entreprise et je peux vous dire que c'est long et c'est lourd et c'est coûteux. Et en fait, pour le faire, il faut avoir des gens qui savent voir les choses dans leur ensemble. Et ça s'appelle du conseil. Et on a des gens qui, aujourd'hui, ont des activités comme ça de conseil pour faire pivoter les organisations, pour que ça soit le moins douloureux possible, dans tous les sens du terme, mais que ça soit le plus rapide possible. Voilà, ça c'était développement durable et RSE. Pratique d'achat. Oh yo. Pratique d'achat. Dans les pratiques d'achat, je vais aller vite parce que je pense que a priori, tout le monde est au fait des choses. Dans les pratiques d'achat, commerce en ligne, bien évidemment, votre entreprise, si vous vendez quelque chose et que vous ne le vendez pas en ligne aujourd'hui, ou au moins vous ne le présentez pas en ligne, je pense que vous aurez un peu plus de problèmes pour essayer de trouver des clients. Vendre en ligne ou au moins présenter en ligne. Et vendre en ligne, c'est encore d'autres modules et vous le ferez après. Dans ces cas-là, expérience client. C'est le parcours du client sur votre site, il doit être optimisé, etc. Donc ça veut dire quelque part, si c'est ça, ça veut dire qu'il y a de l'activité pour des consultants en expertise, en SEO, des expertises en UX et en UI, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là, bien évidemment, aujourd'hui, ça c'est un métier qui peut pas, donc une activité qui ne peut pas aujourd'hui tomber parce qu'il y a besoin. On ne crée pas un site comme ça, même si aujourd'hui il y a des plateformes qui permettent de créer des sites très vite. Il faut qu'à un moment donné du temps, on y mette un peu d'énergie aussi au-delà de ça. L'optimisation. Alors, je vous parlais du M-commerce tout à l'heure. M-commerce, c'est le commerce sur les smartphones, c'est le mobile commerce. Donc, faites attention quand vous allez créer votre entreprise. Vous devez faire attention à ce que votre site il soit aussi très lisible sur smartphone parce que les gens achètent de plus en plus sur leur téléphone portable ou sur des tablettes. D'accord ? Donc, faites attention. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir avoir des experts. Donc, ça peut créer une activité d'expertise pour faire du M-commerce. Comment aujourd'hui j'arrive à développer un site qui soit sur téléphone aussi efficace en transformation de clics d'achat que si j'étais sur un site internet ou que si j'étais dans un magasin en présentiel. L'omnicanal, ah oui, alors ça tout le monde en parle, mais il faut qu'on en parle un petit peu 2 minutes. Omnicanal ou marché unifié. Omnicanal, ça veut dire qu'en fait, quand je vends un bien ou un service, si je peux être sur tous les canaux de vente, c'est bien, parce qu'en fait, ma clientèle, elle est partout. Donc en ligne, en physique, en salon, etc.
Sur les réseaux sociaux aussi, j'ai oublié les réseaux sociaux, pardon, sur les réseaux sociaux aussi. Donc ça s'appelle l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'en fait je suis présent, je vends, je fais de la pub sur tous les canaux de distribution, les canaux de marketing que je peux trouver. Ce qu'on appelle le commerce unifié aujourd'hui, c'est le fait que le client aujourd'hui, il est en ligne, il va regarder, il a besoin d'un produit, il a besoin d'un service, il va regarder un peu toutes les offres. Et après, il va aller en magasin parce que si c'est un vêtement, il a envie de l'essayer, alors qu'en ligne, il ne peut pas l'essayer. Si c'est un produit de maquillage, aujourd'hui, il a envie de le regarder ou il a envie de le tester, il ne peut pas le faire, surtout des crèmes. Le maquillage, je mettrai un bémol parce que tout à l'heure, vous verrez qu'on est capable aujourd'hui de faire tester des maquillages en ligne sur des portraits sur des gens. Donc, on peut tester ses propres. Et donc, ça fait partie des services en ligne. C'est tout ce qu'on appelle les tests en ligne. Donc, je teste un maquillage, je teste un vêtement. D'ailleurs, je mets ma photo, je mets ma forme de corps. Et puis, on me pose le vêtement et je peux choisir les couleurs, les formes, le tissu, etc. Donc ça existe aussi. La visite immobilière aussi, les tests en ligne. Je parle des visites immobilières. Aujourd'hui, quand on loue un bien ou quand on veut l'acheter, souvent, on va d'abord le regarder en ligne parce qu'il y a des visites virtuelles. Et bien souvent, quand on loue, il y a des fois même, on est tellement loin qu'en fait, on ne se déplace plus. On fait ça par la visite virtuelle. Donc le 3D, en ligne. Ce qui est important dans le commerce unifié, c'est qu'il ne doit pas y avoir de disruption entre le commerce en présentiel et le commerce en ligne. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a vu quelque chose en ligne doit pouvoir l'acheter en physique, et quand il l'a acheté en ligne, il doit pouvoir le renvoyer en le ramenant dans un magasin, sauf que ça aujourd'hui ça se fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les magasins, quand on achète en ligne, on renvoie par un transporteur ou par la poste, alors qu'en fait on a des magasins qui sont à côté. Et bien en fait, le commerce unifié, ça serait de dire, effectivement, quand vous l'avez acheté, vous pouvez venir le redéposer dans le magasin. Je ne donnerai pas la marque de chaussures qui le fait, mais on peut acheter des chaussures en ligne, notamment en Italie, et on peut les redéposer dans les magasins en France, parce qu'en France, en magasin, ils n'ont pas la pointure, ils n'ont pas le modèle, mais en ligne, il y est. Mais si ça ne va pas, je peux le ramener. Voilà, donc ça c'est ça la fluidité entre tous les canaux. C'est à un moment donné, quel que soit l'endroit où j'arrive, où j'achète, où je vois le produit, je dois pouvoir aller sur l'un ou l'autre des canaux pour pouvoir le procurer. Bien service, c'est pareil pour le reste. Marketing digital, alors là je vous en passe sur les activités de marketing digital, les community managers. La petite nouveauté, c'est quand même les influenceurs, et ça je vous en parle 2 minutes, parce que c'est le monde de l'influence, c'est le monde où tout le monde est influenceur et personne ne l'est aussi. Et c'est un monde qui est très compliqué. Aujourd'hui, il est de plus en plus encadré. Aujourd'hui, l'achat se fait de plus en plus avec l'influence. C'est-à-dire qu'en fait, on va être plus enclin à acheter quelque chose si effectivement on a quelqu'un qui est connu, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui est connu, donc un nombre de followers assez monstrueux, qui dit « Ouah, la crème, elle est super ». Voilà. Après, vous avez des boutons peut-être, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire simplement, là, par le sujet, c'est que le créateur de contenu, qui est un influenceur, qui va créer des contenus, et lui-même, il va venir tester, il va venir éprouver le produit. Et donc, en fait, c'est pour ça que la notion d'influenceur, aujourd'hui, il ne faut pas les galvauder, et il faut vraiment rester sur le concept de l'influenceur créateur de contenu, mais qui, lui, va vous vendre quelque chose qu'il aura lui-même apprécié. D'accord ? Et donc, si vous voulez vous positionner sur ce métier-là, demain, si vous voulez être influenceur demain, faites attention à bien crédibiliser en fait vos retours, vos remarques et puis faites des partenariats avec les marques aussi, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça c'était pour les médias sociaux, la livraison rapide. Alors la livraison rapide, je vous en parle rapidement parce que oui, la livraison rapide et la livraison à domicile, ça a explosé. Je vous dirai à miroir aux alouettes tout à l'heure. Retrait multimodal, effectivement, je vous parlais de commerce unifié. Mon magasin, il est fermé. Oui, mais c'est pas grave, j'ai des lockers, j'ai des armoires, des trucs. Je peux faire du click and collect, j'ai pas envie de rentrer, je fais du click and collect. Tout va bien. Et ça s'appelle le commerce unifié. C'est fluide entre tous les canaux de distribution et de vente. D'accord ? Là-dessus, vous avez aussi du marché pour faire des ventes. Alors, l'économie collaborative, c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant aujourd'hui. Économie collaborative, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'en fait, c'est une autre façon d'acheter. On a dit on consomme autrement, on a dit on travaille autrement, et là, on achète autrement. Et on achète autrement, en fait, on ne va plus forcément acheter, on va des fois partager. C'est-à-dire que j'ai un bien, je le prête. J'ai un four à raclette, je le mets sur je ne sais pas quel site d'intermédiation et je prête mon four à raclette. Je vais le louer. Voilà. Il y a eu des précurseurs avec des grosses boîtes de location d'engins, de biens d'équipement et autres sur le marché. Voilà. Ça, en fait, l'économie collaborative, c'est l'économie du prêt, du partage, de la location
sur les locations d'appartements. Vous voyez les grands acteurs qui y sont. Et c'est la vente aussi, puisque l'économie collaborative va jusqu'à la vente. Donc la vente et la revente, site de e-commerce, site de deuxième main, voilà, tout ça. Donc ça, consommer, acheter autrement, ça va être, je vais aller acheter en fait, mais je ne vais pas forcément acheter, je vais peut-être aussi prêter. Donc je vais sur des sites de partage et des sites de prêt. Prêter l'autopartage, le covoiturage, etc. Tout ça, c'est des exemples pratiques. Et tout ça, il y a de l'activité là derrière. Et après, tout ça, on peut le faire sur n'importe quel bien ou n'importe quel service. Sur les services, ça peut être aussi, ou sur les compétences, ça peut être, il y a des sites comme ça où j'échange X heures de cours en français contre du petit bricolage. En fait, je ne suis pas bricoleur, je n'ai pas envie de me défoncer mon mur parce que la chignole, je ne sais pas en faire. Et bien, en fait, par contre, j'ai des compétences en français, je propose des cours, et c'est un peu l'économie du troc, mais qui fonctionne très bien aussi. Et ça, c'est partage. Donc, en gros, je ne vais plus acheter et je ne vais plus jeter. En fait, je partage parce que ça existe et que j'en ai pas besoin tout le temps. Donc, du coup, je rentabilise en fait l'usage et pas l'argent. Je rentabilise l'usage que j'ai fait d'un achat, d'un produit ou d'un service. Et ça fonctionne aussi entre les entreprises. Là, je vous parlais autopartage, etc. Ça fonctionne aussi entre les entreprises. Les agriculteurs, aujourd'hui, ils achètent dans des coopératives, ils achètent une moissonneuse-batteuse, ils se la partagent. C'est trop cher comme investissement, ça, on ne s'en sert pas suffisamment. Donc, ils se partagent moissonneuse-batteuse. D'accord, voilà. Donc, ça fonctionne aussi dans les entreprises. Hein. On se prête aussi du personnel, des compétences. Une entreprise a telle compétence pour un autre. Voilà. Donc, elle est prête à prêter ou louer de la ressource humaine, de la compétence. D'accord, ça aussi, c'est des segments d'activité où vous pouvez vous positionner. Il faut de l'intermédiation. Il faut de l'intermédiation parce que moi, j'ai des compétences, mais ok, mais je fais comment pour les mettre à disposition de qui? Il me faut un intermédiaire pour faire le go-between. Et donc, toutes ces histoires de plateformes intermédiaires, en ligne notamment, ou physiques, ça permet aussi de créer de l'activité pour permettre aux gens de se connecter les uns aux autres. Alors... j'ai pas le temps de tout vous faire parce que je vois le temps passer, il me reste 3 minutes. Les autres évolutions à suivre, allons-y. Je vais vous parler de l'organisation du travail. L'organisation du travail, bien évidemment, je parlais de téléworking et tout ce qui est coworking. Aujourd'hui, on ne travaille pas forcément chez soi, on peut aussi travailler dans des endroits de partage et on loue des bâtiments. Les coffee shops aussi permettent aussi de travailler. Et donc, en fait, les gens viennent travailler dans des coffee shops la journée. Donc, ça, c'est des éléments. Donc, il y a tout ce qui est coworking. Il y a aussi les espaces de travail qui sont à domicile et qu'on crée. Donc, il y a besoin, je vous disais tout à l'heure, d'accompagnement pour pouvoir gérer ce que j'ai marqué entre équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que la gestion du professionnel au domicile, en fait, est particulière. Et surtout, j'ai mis la garde d'enfants. Vous allez me dire, mais elle n'est pas un peu folle, elle a mis la garde d'enfants ici. Si, parce que quand je travaille, aujourd'hui, je voulais le mettre parce que en France, on est en pénurie de garde d'enfants, de places de garde d'enfants. Donc, si vous voulez un vrai secteur social qui apporte du bien et qui, alors pas extrêmement lucratif éventuellement, mais qui va vous permettre quand même d'avoir une activité. Et si vous aimez les enfants, ça dépend de où, mais l'assistante maternelle, voilà. Après, on le voit debout de sa lorgnette privée, mais quand vous voyez la personne qui s'en occupe, c'est pas autre chose. Mais voilà, donc on est en manque de place de garde d'enfants aujourd'hui en France. Et donc, c'est un vrai secteur, et notamment sur la partie assistante maternelle, qui est le mode de garde le plus sollicité par les parents. Voilà. Après, il y a les maisons d'assistantes maternelles, ce qu'on appelle des MAM. Effectivement, les assistantes maternelles, elles se montent en maison pour accueillir les enfants dans un endroit et pas forcément chez elles. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a des nouveaux concepts qui arrivent et il y a un peu du business à faire autour de la garde d'enfants. D'accord, garde d'enfants sécurisée et tout, hein, bien évidemment. Alors, oui, travailler autrement. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, et en fonction des compétences que vous avez, c'est que les entreprises vont externaliser. Alors, elles externalisent déjà beaucoup de choses, la comptabilité, les services logistiques, les logiciels, l'entretien du parc informatique, etc. Tout ça, c'est externalisé. D'accord, mais on fait aussi de la sous-traitance de compétences, et c'est ça qui est hyper important. C'est que les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas forcément les moyens ni la masse salariale pour pouvoir recruter toutes les compétences dont elles ont besoin. Des fois, elles ont besoin des compétences de façon ponctuelle. Et donc, quand vous avez une hyper compétence, soudeur par exemple ou autre, eh bien en fait, vous pouvez créer une activité et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous positionner en tant que sous-traitant de spécialité parce que vous avez une compétence très forte que personne n'a. Et en fait, ça va vous permettre de créer une activité qui va être certainement, lorsqu'elle est
hyper... Voilà. Lorsqu'en fait la sous-traitance est de spécialité, donc avec une hyper compétence, ben en fait c'est une activité rentable, quoi. Voilà. Vite, pratique professionnelle, au fond, 53 secondes. Pratique professionnelle, de plus en plus de gens se lancent en freelance. Je vous le dis parce que c'est un marché. Donc, qui dit je me lance en freelance, c'est pour vous une opportunité, mais c'est aussi, il faut besoin d'avoir des intermédiaires pour que ces freelance, en fait, ils trouvent les entreprises ou les personnes physiques qui ont besoin, en fait, de leurs services. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'intermédiation, hein, donc c'est le sujet. Et coaching et formation, je vous en ai parlé tout au long de mes présentations. C'est des activités aussi aujourd'hui qui montent en puissance. Former les gens à distance, être formateur indépendant, former les gens à distance, alors sur des plateformes ou tout seul, hein, ça n'a pas d'importance. C'est aussi tout ce qu'on appelle les freelance aussi dans les plateformes intermédiaires où on va chercher des gens qui ont des compétences spécifiques, que ce soit des compétences de service intellectuelles ou que ce soit des compétences techniques. Voilà. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle, nous, l'artisanat et l'artisanat d'art, où c'est un secteur, et notamment l'artisanat d'art, où alors vous allez avoir vraiment un aspect différenciant, puisque la France est reconnue pour son artisanat. Donc voilà, donc tout ce qui était artisanat. Je ne sais pas si j'ai encore 2 secondes, mais je vais vous le faire. Miroir aux alouettes, celui-là, et je terminerai par ça. Et quand vous vous connecterez au diaporama, vous aurez tout un tas d'idées d'innovation que vous pouvez utiliser dans vos comment ça s'appelle, que vous pouvez utiliser dans vos activités. Et en fait, il ne faut pas être innovant pour pouvoir les utiliser. Miroir aux alouettes, alors, livraison à domicile. Ça a explosé pendant le Covid. Il y a plein de monde aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez y aller, mais il y a du monde. Transport de personnes, pareil. VTC, ça a explosé. Les taxis se sont améliorés dans la prestation qu'ils offrent, etc. Donc le marché commence à être saturé. La fabrication d'articles de bijoux et de fantaisie. Là, on a l'artisanat industriel derrière, et on a tout l'artisanat derrière, donc il y a du monde. Le e-commerce généraliste, oui, c'est toutes les plateformes qui vous vendent tout, donc c'est même pas la peine d'essayer d'y aller, même sur une petite plateforme. Les médecines douces aussi, il y a beaucoup de monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du potentiel, hein. C'est pour l'instant, il y a du monde dessus, il y a beaucoup de gens. Donc, ça veut dire que la concurrence est ardue, que la rentabilité n'est pas toujours là, parce qu'il faut en faire beaucoup pour essayer d'avoir un petit revenu, toujours pas là. Et l'agence de voyage et les secteurs de la chaussure sont des secteurs qui aujourd'hui sont des secteurs un peu sinistrés, liés bien évidemment aux situations qu'on a vécues pour l'agence de voyage. Si vous voulez y aller, vous pouvez le faire. Trouvez-vous une niche où il y a peu de gens. Trouvez-vous la niche parce que ça répond à un besoin local. Mon marché, il est là, il n'est pas partout. Allez-y, mais ciblez votre clientèle. Il n'y a pas de sujet, faites-le. En revanche, si vous n'avez pas cette compétence de spécialité ou ce n'est pas cette niche, dans ces cas-là, innovez. Innover, ça veut dire que vous allez créer un nouveau produit. Ça ne veut pas dire qu'on va créer l'innovation du siècle, hein. Vous faites basculer votre produit suffisamment pour innover, pour en créer un à côté. Vous allez innover dans les services, vous allez innover en mode de production. J'arrive. Voilà, et donc ça vous permet comme ça, en fait, de pouvoir, à un moment donné du temps, vous mettre sur un marché qui est saturé, mais sur lequel, en fait, vous voulez aller quand même. Et je vous mets juste celle-là, parce qu'on m'a dit que c'était le temps. Alors, je vous disais, il n'y a pas besoin d'être des start-upers, il n'y a pas besoin d'être des entreprises innovantes pour innover. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que nous, tous les jours, en tant que consommateurs, en tant qu'acheteurs, en fait, ou en tant qu'entrepreneurs, on utilise des innovations des autres. Donc, en gros, dans l'innovation, il y a ceux qui les créent et il y a ceux qui les utilisent. Et pour faire progresser la France, pour faire progresser le monde, pour faire progresser les gens, en fait, il faut utiliser des progrès qui sont faits par d'autres dans vos activités ou les utiliser pour créer vos activités. Et bien voilà. Alors, voilà quelques-unes. Alors là, on est vraiment sur de la tech, mais allez chercher cette tech-là pour valoriser votre business model, valoriser vos boîtes et pour essayer de trouver des niches, voire de vous retourner quand vous voulez. Et donc là-dessus, on a l'intelligence artificielle pour tout ce qui est diagnostic, prédiction, on en parlait tout à l'heure. Donc vous avez des outils d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour faire votre activité. Et ensuite, alors Big Data, bien évidemment, on parlait d'expérience client. On ne peut pas avoir d'expérience client. Vous avez vu tout à l'heure, on vous flash, parce qu'en fait, on vous suit. Et en fait, ça va vous permettre de vous apporter la meilleure expérience. On va vous apporter du contenu, on va vous apporter des services par rapport à votre parcours. Quand vous êtes dans un magasin, quand vous êtes en ligne, on vous suit et on vous pousse des informations. Moi, quand vous regardez sur Internet, si vous ne faites pas attention avec les cookies, vous regardez un produit, pendant 10 jours, on vous pousse le même produit. Voilà, ça s'appelle de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est parce que le client, il a envie de vivre une expérience aussi dans les magasins. Donc, c'est aussi autre chose. Technologie immersive, alors ça,
Je vous parlais du métaverse tout à l'heure parce que c'est le monde d'après de la 3D. C'est le métaverse, vous savez, c'est le monde virtuel. On est en situation virtuelle. Par exemple, vous êtes dans votre bureau, mais dans votre bureau virtuel. Mais vous y êtes vraiment. J'ai perdu le nom, aidez-moi. C'est votre avatar qui y est. Mais en fait, il va se comporter comme vous. C'est vous qui lui faites. Et en fait, et donc vous faites des réunions à distance en présentiel virtuel. Par exemple, ça va permettre aussi dans le métaverse d'aller tester une chaîne de production pour savoir s'il y a des erreurs, pour savoir s'il y a des dangers pour les gens. Ça va permettre aussi d'aller tester un nouveau concept de voiture, faire des crash tests. Mais du coup, au lieu de les faire sur un ordinateur, on va les faire en réel, on va le voir. Et l'être humain a besoin de voir. Et le métaverse permet de faire ça. Donc en fait, le métaverse, c'est je suis en présentiel à distance dans un univers qui n'existe pas, mais c'est moi, avec mon avatar. Et là, il y a pléthore de choses. Alors, bien évidemment, c'est tout nouveau. C'est des choses qui vont arriver. Ça coûte encore un peu cher peut-être, ou pas. Mais il y a de la position, il y a des créneaux pour faire ces choses-là. Je ne vous parlerai pas de cybersécurité parce que de toute manière, petite entreprise, quand vous allez la créer, cybersécurité, si vous ne protégez pas les données, si vous ne protégez pas votre site internet, si vous ne protégez pas vos sites de production ou vos sites de service, c'est même pas la peine. Voilà. Et donc vous avez derrière pas mal de contraintes, notamment avec le règlement général de protection des données, qui fait que vous êtes obligé quand même d'être vraiment très aguerri. Et si vous avez des compétences, il y a beaucoup d'activités, notamment de consultance sur ces sujets-là. Robotique, automatisation, effectivement, c'est tout ce qui va permettre en fait de produire plus efficacement, avec moins de risques, plus rapidement, et puis surtout aussi d'automatiser des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et que l'être humain pourrait s'en passer. Voilà, ça c'est l'innovation dans toute sa splendeur. Utilisez-la, faites-en bon usage, créez votre activité. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça vous a plu. Oui, le PowerPoint, vous l'aurez sur le site de Big. Vous l'aurez sur le site de Big.